Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que le succès si énorme de Coca-Cola est notamment dû à une stratégie marketing de longue date qui s'appelle la stratégie de long en large. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu quelle est cette stratégie, pourquoi moi elle m'a particulièrement touché, mais avant, je voudrais te raconter une petite histoire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément. Je te parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ta santé, de ton énergie, également de ta capacité de concentration pour que tu puisses vraiment maximiser ton impact sur tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et parfois, je fais des petits story time comme ça le vendredi et j'espère que ça te plaira. Alors, cette histoire, elle concerne un bonhomme qui s'appelle Jeffrey Dunn. Donc, Jeffrey Dunn, Jeff Dunn pour les intimes, on va l'appeler Jeff. Donc Jeff, lui, toute sa vie, en grandissant, il voit son père qui est un grand nom d'une entreprise qui cartonne, qui s'appelle Coca-Cola. Et il le voit rentrer le soir, raconter un petit peu ses victoires professionnelles et un petit peu raconter aussi sa guerre. Sa petite guerre avec l'entreprise Pepsi, à quel point ils ont réussi à choper des parts, à leur piquer des parts dans tel état des États-Unis par exemple. Donc voilà, il est vraiment nourri à cette compétitivité de son père envers Pepsi. Et en grandissant, il va nourrir le doux rêve de rejoindre cette grande entreprise, de suivre les traces de son père et de rejoindre cette grande entreprise qui est Coca-Cola. Jeff n'aime vraiment pas perdre, il est très compétitif et il a qu'une envie, c'est de pouvoir appliquer ce trait-là, en tout cas à sa vie professionnelle, en rejoignant l'entreprise Coca-Cola. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de piston. Même si son père est un grand nom de Coca, qu'il a vraiment une très bonne réputation dans l'entreprise, il a vraiment beaucoup de mal à obtenir un entretien, il a beaucoup de mal à être considéré pour pouvoir rejoindre l'entreprise. Donc il a fait un petit peu ses armes dans d'autres boîtes en tant que commercial, notamment en faisant pas mal de porte-à-porte. Il a un très beau profil. Voilà, il pourrait apparemment avoir n'importe quel job, mais Coca-Cola a cette réputation d'être vraiment très sélectif et c'est pas évident de rentrer dans l'entreprise. Donc à l'âge de 27 ans, après s'être fait refuser plusieurs entretiens dans l'entreprise, il va d'une manière ou d'une autre se débrouiller pour avoir l'information du prochain voyage d'un grand directeur de Coca-Cola. Il va réserver le même avion, alors qu'il n'avait pas forcément besoin de voyager, mais il va réserver le même avion pour se retrouver dans l'avion de ce directeur-là. Sauf que lui, forcément, tu te doutes bien, était en classe économie, là où le directeur était en business class. Et il raconte que dès que les voyants de ceinture obligatoire se sont éteints, il a bondi de son siège, il est allé voir le directeur, qui s'appelait Charlie. Il a dit à Charlie, vous êtes particulièrement difficile à joindre, j'essaye d'avoir des entretiens chez Coca, sans succès, j'ai vraiment besoin de vous parler et de vous montrer que je peux rejoindre l'entreprise. Charlie, lui, bah voilà, directeur, il est en business class, il n'a pas prévu ça, il travaille beaucoup, voyage d'affaires, il explique, écoute, là je suis en train de travailler sur un dossier, j'ai pas le temps, mais je te fais signe quand je serai disponible peut-être plus vers la fin du vol. Ce qui va se passer, c'est qu'au final, il va lui faire passer un test. Il va réussir ce test, il va finalement être embauché chez Coca-Cola et pendant des années, le directeur va parler dans ses conférences ou dans ses interventions, il va parler de cette histoire de l'homme qui savait obtenir un entretien, à savoir Jeffrey Dunn. Donc comme je t'ai dit, son père avait un gros passif dans l'entreprise, c'était un grand nom et du coup il rejoint l'entreprise vraiment avec cette pression de faire grand, d'être digne en tout cas du nom de son père, du nom Dunn. Et il va rapidement grimper l'échelle il est vraiment reconnu en tout cas pour ses compétences, à tel point qu'un jour il va devenir le directeur toute l'Amérique, Amérique du Nord et Amérique du Sud, de Coca-Cola, ce qui en fait le numéro 2 de l'entreprise, dans la mesure où c'est la plus grosse branche géographique de Coca-Cola. Seulement voilà, Jeff va se retrouver à une sorte de carrefour, une sorte d'intersection, où il va avoir 3 facteurs qui vont faire qu'il doit prendre une décision, en tout cas il va se poser beaucoup de questions, ça va pas mal compliquer les choses. La première, c'est qu'il va se retrouver avec un livre sur son bureau, qu'il n'avait pas forcément demandé, il l'a trouvé là, il l'a lu, c'est un livre qui s'appelle Sugar Busters. Et en fait, ce bouquin, du coup, tu te doutes bien avec le titre, fait tout sauf l'apologie de ces entreprises
qui font de l'argent grâce au sucre, et notamment les sodas. Donc c'est vraiment un livre qui explique à quel point les sodas sont vraiment une horreur pour la santé, quelles sont les conséquences, à quel point ça a un rôle à jouer dans les gros problèmes d'obésité qui sont très croissants aux États-Unis. Enfin voilà. Il va lire ce bouquin qui va, mine de rien, planter une graine dans son esprit et lui faire commencer à potasser un petit peu ce sujet-là. En plus, à cette période-là, il va faire la rencontre d'une femme dont il va tomber vraiment, vraiment amoureux, avec qui il veut se fiancer. Seulement, voilà, cette femme, elle est très anti-sucre, très manger sainement, et elle fait tout pour lui faire ouvrir les yeux sur les conséquences qu'ont l'activité de Coca-Cola, notamment sur la santé publique. Troisième élément qui va faire que les décisions sont un petit peu difficiles à prendre, c'est que à cette période-là, comme je te dis, Jeff, lui, il grimpe vraiment la hiérarchie chez Coca-Cola et il se trouve qu'il est en lice pour récupérer la présidence du groupe en tant qu'actuel président, enfin directeur Amérique du Nord et Amérique du Sud, pour ensuite prendre la présidence de toute l'entreprise Coca-Cola monde. À cette même période, il se trouve que Coca-Cola a identifié des pays comme le Mexique et le Brésil, en particulier le Brésil, comme étant des sources de croissance assez énormes, et il cherche à pénétrer ce marché. Donc lui, en tant que directeur Amérique Nord, mais également Sud, ce qui fait qu'il va avoir un voyage au Brésil, où il va voir un petit peu la stratégie d'implantation de Coca-Cola sur place, en tout cas de croissance de Coca-Cola. Et en fait, à cette époque, il y a une grosse partie de la population, tu dois savoir que le Brésil, c'est un pays qui est très clivant au niveau économique. Ça veut dire que tu as des très très riches, mais également des très très pauvres, notamment avec les favelas, etc. Les favelas qui sont des sortes de bidonvilles, tu en as peut-être déjà entendu parler, et qui ont cette réputation d'être assez malfamés, avec beaucoup de trafiquants, voilà. Personnellement, j'en avais visité il y a quelques années, et je vais pas te le cacher, c'est une ambiance un petit peu particulière. Ce qui se passe, c'est que tu doutes bien, les populations de ces favelas sont très pauvres, mais il y a une grosse densité de population, et c'est une population qui n'a pas vraiment d'informations sur l'alimentation, sur voilà, déjà que la population générale, au global, n'a pas énormément d'informations sur le sujet. Là, pour le coup, eux, ils en ont beaucoup moins éduqués sur la bonne santé, etc. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un peu compliqué de mettre de l'argent dans des canettes de Coca-Cola, par exemple, dans des canettes de soda. Du coup, il va avoir une stratégie qui est de créer un nouveau format de toutes petites bouteilles qui coûtent beaucoup moins cher parce que beaucoup plus petite quantité. Et ils vont distribuer ça et ils se rendent compte que l'obstacle à l'achat de ces petits formats va être bien moindre et du coup va permettre de conquérir ce marché. À l'époque, on parlait même de conquérir des parts d'estomac. Et cette stratégie des petits formats est en plus servie par la grande stratégie marketing en long, en large de Coca-Cola, qui consiste en fait à avoir des camions qui font la tournée de toutes les petites épiceries de proximité et qui ont vraiment un peu ce côté... c'est presque une mafia, tu vois, parce que ils savent qu'ils visent les rayons extérieurs des épiciers, et si un épicier, une petite épicerie de proximité décidait de mettre des produits sains dans ces étalages de vitrines, en fait, donc ils vendaient également tout ce qui était fruits et légumes, mais dans ce cas c'était plus à l'arrière de la boutique. Eux, leur but, Coca-Cola, c'était d'avoir leur soda vraiment dans les rayons qui étaient à l'extérieur pour attirer notamment les enfants. Et si un épicier le faisait pas, et ben il se faisait engueuler, et voilà, il y avait toute une pression qui était faite pour absolument avoir leurs produits dans les vitrines extérieures. Et du coup, il y avait ce côté rituel où les enfants, en voyant le camion Coca-Cola passer, savaient qu'il y avait le réapprovisionnement en coca, et du coup il y avait ce rituel de la petite épicerie du coin où en plus par exemple d'aller acheter les fruits et légumes pour les parents, on achetait sa petite canette. Enfin voilà, c'était vraiment rentrer dans les mœurs, un peu comme le camion de glace et la petite musique, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc Jeff Dunn, lui, il est en train de visiter les favelas au Brésil, où avec un partenaire du coup qui lui explique comment ils vont pouvoir absolument conquérir ce marché qui est énorme. Et lui, il va voir les conditions de vie des gens sur place et il va se dire: ces personnes-là ont besoin de beaucoup de choses, mais clairement pas d'un Coca-Cola. C'était en 2001 et c'est vraiment le début d'une sorte de crise existentielle que va vivre notre fameux Jeff. Du coup, il va prendre une décision qui n'est pas celle de quitter Coca-Cola. Il va se dire: je suis quand même le numéro 2 de la boîte, j'ai de l'influence, et si j'essayais d'influencer Coca pour les ralentir sur ce type de pratique, pour vraiment les faire tendre de plus en plus vers une alimentation, vers des produits plus sains.
Et donc en rentrant aux États-Unis, il va démarrer son action, il va tout faire pour convaincre les dirigeants, pour convaincre les actionnaires de tendre vers des produits plus sains, pour éviter ces pratiques de conquête, notamment des favelas au Brésil. Et il va faire ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il va vraiment remuer ciel et terre pour influencer l'entreprise et il va vite se rendre compte que ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, que les actionnaires sont pas à l'écoute, parce que forcément, suivre sa stratégie qui serait de vendre des produits plus sains, ça voudrait dire perdre des parts de marché sur un marché qui de toute façon a de la demande. Et voilà, ça va vraiment être une sorte de guerre intérieure pour Jeff qui va très mal le vivre. Et en 2004, il va se passer quelque chose de particulier, c'est que son principal rival à la présidence de Coca-Cola, de toute l'entreprise monde du coup, va trouver un moyen, notamment avec ses prises de position qu'il a prises récemment, de le faire virer, donc le faire sortir du circuit vraiment complètement, de manière à se faciliter lui-même l'accès à ce poste tant convoité de PDG Coca-Cola Monde. Sauf que Jeff, lui, c'est toute sa vie Coca-Cola. Il faut bien comprendre qu'il est très attaché à l'entreprise, qu'il en a rêvé en étant gamin, donc c'est vraiment une torture psychologique pour lui de vivre ce désaccord entre ses valeurs internes et ce que fait l'entreprise. Et du coup, il va quand même tenir, vu que c'est quand même très familial pour lui, il va tenir à faire un discours d'adieu pour les équipes qui, même si une partie d'entre elles ne le voit plus vraiment d'un même œil de par son changement de positionnement, etc. Mais il tient vraiment à se faire ce discours, et le rival en question qui l'a fait virer va faire un speech d'introduction, et à la fin de ce speech d'introduction, Jeff va aller voir ce rival et va le prendre dans ses bras et il va lui dire merci. Forcément un peu étonné, il va dire bah, pourquoi ? Il dit parce que j'aurais jamais osé le faire moi-même, j'aurais jamais osé quitter Coca-Cola de moi-même, maintenant je suis libre, merci. Aujourd'hui, si tu vas voir le profil LinkedIn de Jeff Dunn, tu vas le voir avec une grande carotte sur l'épaule et en train de monter plus des entreprises sur l'agriculture raisonnée notamment et l'industrie agroalimentaire autour plus de régimes végétaux, notamment vegan, entre autres. Voilà, il a un positionnement qui est tout à fait différent de celui de Coca-Cola. Pourquoi je te raconte cette histoire ? Déjà, pour plusieurs choses, il y a plusieurs points que je veux voir avec toi. Le premier, c'est que quand il témoignait, Jeff Dunn disait qu'il était encore assez proche de personnes qui travaillaient chez Coca-Cola et qu'il fallait comprendre que ces personnes-là sont pas des personnes qui se réveillent le matin en disant on crée l'obésité dans le monde, c'est génial. Ce sont des personnes qui se voilent un petit peu la face et qui sont persuadées, en tout cas qui travaillent en accord de leurs valeurs et qui ne voient pas vraiment les conséquences dramatiques que peuvent avoir leurs pratiques business. C'est vraiment une grosse machine qui a beaucoup d'inertie et ce ne sont pas des diablotins avec des cornes qui veulent absolument répandre le mal dans le monde. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose que Coca-Cola vende autant de soda dans le monde, et en tout cas, c'est un fait, c'est indéniable que ça fait partie des entreprises qui ont le plus de responsabilités dans la croissance de l'obésité dans le monde. Et je te parle de ça aussi pour faire le parallèle avec une histoire que personnellement, moi j'ai vécue. Il y a quelques années, je suis allé vivre avec un peuple indigène au Mexique, au sud du Mexique, dans l'état de Chiapas, avec le peuple Tzeltal. Je vais pas forcément m'attarder sur cette histoire, peut-être que je te la réserverai pour un petit peu plus tard, mais en tout cas une expérience qui était très forte. Et en fait, j'ai vu un peu ce qu'a vu Jeff Dunn dans les favelas au Brésil, qui est des personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui ont beaucoup de problèmes financiers. C'est le peuple Tzeltal, c'est le peuple indigène le plus pauvre de tout le Mexique. Donc j'ai vécu avec eux, avec leurs différentes mœurs, etc. Et j'ai vu l'application de ces stratégies en long, en large. Ces stratégies du camion Coca qui va livrer du Coca dans, je sais pas si tu imagines, des villages indigènes, mais complètement excentrés. Je me souviens d'un village qui était, je crois, la ville la plus proche, c'était le San Cristobal de las Casas, qui est de base un village touristique, c'est sûr, mais un village paumé au sud du Mexique, et c'était à 45 minutes de route. C'était vraiment l'endroit le plus proche de là où on était. Donc, j'ai eu plusieurs pensées. La première, c'est que si c'est vraiment la civilisation moderne la plus proche, j'ai pas intérêt à faire une appendicite. Et la deuxième, c'est que c'était quand même dingue qu'avec toute cette distance, avec le fait que ce soit autant reculé,
Et Coca-Cola trouve quand même le moyen d'avoir ces camions qui passent dans ces villages-là pour livrer ces bouteilles, récupérer les autres bouteilles consignées. Et également, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils payaient des villageois qui sont vraiment dans le besoin. Ils leur donnaient par exemple 15 euros, ce qui pour eux était énorme, pour repeindre totalement leur maison aux couleurs de Coca-Cola et faire de la pub pour Coca-Cola. Et une autre partie aussi de leur stratégie, c'est que l'eau, elle n'est pas potable au Mexique. En tout cas, encore moins, l'eau courante n'est pas potable au Mexique, et encore moins dans ces villages reculés, dans ces villages indigènes. Et Coca-Cola est également le seul exploitant de l'eau minérale dans ces villages. Il maîtrise également la production de l'eau minérale, enfin la distribution de l'eau minérale, avec une marque qui s'appelle Cielo. Et la stratégie est que une petite canette de coca et une petite bouteille de eau minérale Cielo, c'est le même prix. Et comme ils sont pas éduqués sur les effets du sucre sur la santé, bah pour eux c'est un breuvage qui est super bon, ils sont fans de ça. Nous en France, si tu vas à la messe pour les catholiques par exemple, il va y avoir ce rite autour du vin, la boisson sacrée c'est le vin. Là-bas, je rigole pas, c'est vraiment le Coca-Cola. Ils sont catholiques, pratiquants, mais avec une approche très indigène, je sais pas comment te le dire autrement, très rituelle, très différente de ce que nous on connaît en Europe. Et le soda, le Coca-Cola, c'est vraiment une boisson sacrée là-bas. C'est une boisson qui fait partie entière, qui est une partie intégrale du rituel. Et là-bas, ils ont beaucoup de problèmes, notamment de diabète. J'ai vu des personnes mourantes juste parce que c'était des personnes qui mangeaient trop de sucre. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et c'est aussi ce qui, chez moi, a créé ça a été un événement déclencheur sur pourquoi je veux donner de l'information, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes d'information, on manque d'information. J'ai envie de transmettre cette information sur le bien manger, sur la bonne santé, ou en tout cas, je m'en fous que les gens consomment du soda, que les gens consomment du sucre. Franchement, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je le fais de temps en temps aussi, alors pas du soda, mais ça m'arrive d'avoir mes plaisirs de pâtisserie, etc. J'adore ça. Là n'est pas le problème. Ce que je veux, c'est que les gens le consomment en connaissance de cause. Je veux qu'ils aient l'information et qu'ils se voilent pas la face en pensant que c'est normal parce que la plupart des gens le font. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et en tout cas que j'essaye de transmettre avec cette chaîne. Voilà. Vidéo peut-être un petit peu longue, je vais voir au montage ce que ça va donner, mais ça risque d'être un peu long, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si ça t'intéresse d'avoir un petit peu plus d'astuces et de pistes de réflexion sur cette démarche-là, qui est de prendre en main ta santé, également au service de ton énergie. Personnellement, je suis entrepreneur, c'est quelque chose, pour moi, un outil qui m'aide beaucoup dans ma productivité, encore plus dans ces périodes où on est confiné chez soi, même si là on commence à y voir le bout. Voilà, si tu veux en savoir plus, j'ai une liste email, je te mets un lien en description si jamais tu veux t'inscrire. J'envoie 2 à 3 emails par semaine. Mon but c'est d'apporter un maximum de valeur dans ces emails, de te faire part aussi un peu de mes auto-expérimentations du moment. Il y a eu pas mal de réactions d'ailleurs sur mon dernier email où je parlais un petit peu plus de libido, de testostérone, etc. Bon, tout ça c'est des sujets que je peux un peu plus aborder dans des mails que dans des vidéos. Je peux aller aussi plus dans des parties un petit peu plus perso. Ou en tout cas je me sens plus à l'aise de le faire en mail que en vidéo. Bref, si ça t'intéresse, c'est entièrement gratuit, ça n'engage à rien, tu peux t'inscrire en un seul clic si jamais ça te plaît pas. Le lien est en description. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.